ça y est, faut plus dire de bêtises. Ouais, salut à tous, c'est Zanko, bienvenue sur la chaîne YouTube d'Hobby.fr avec un petit whisky à la main. Je suis avec mes amis qui vont se présenter. Je commence du coup, je suis Rémi Plamo Corner de Rémi Plamo Corner. J'ai pas de whisky. Je poursuis, donc Steph, maquettiste depuis quelques années, collectionneur de jouets, et voilà, aime tout ce qui est figurine et qui peint à peu près tout ce qui peut lui passer sous la main. Laurent, rédacteur sur Toys and Geek et qui fait un petit peu de Gunpla de temps en temps et qui a découvert la peinture il y a assez peu de temps. Voilà. On l'appelle le faux débutant parmi. Oui, parce qu'il y a assez peu de temps, mais ça fait au moins 2 ans et demi qu'il peint. Alors il y a un moment. Mais même pas, les gars. Mais bon. Et c'est un faux modeste. Non, je suis pas sûr de moi. Mais bon, ça, c'est pas grave. Continuons. Bon, c'était plutôt un projet cette fois-ci de discussion, d'échange, voilà, un petit peu ouvert sur des sujets divers et variés en lien avec la maquette, des fois le gunpla plus particulièrement. On avait envie de faire un premier épisode sur le custom, parce qu'on avait beaucoup de choses à dire, puis on s'est dit que c'était peut-être pas mal de commencer par déjà parler de la maquette elle-même, la maquette en général, mais surtout par rapport au gunpla, puisque Bandai, vous le savez, a eu sa doctrine, c'est vraiment le grand public, faciliter l'accès de ces kits aux masses. Donc finalement, est-ce que le gunpla est-il toujours de la maquette? Est-ce que oui, est-ce que non? C'est un petit peu le débat qu'on va avoir ce soir, et puis venir surtout pour commencer déjà sur un petit peu l'historique de tout ça, comment est-ce que Bandai a évolué vers des kits qui sont en snap fit, c'est-à-dire sans colle ni peinture. C'était déjà le credo en 2001 quand les maquettes de Gundam Wing sont arrivées en France. Voilà, ça ne nous rajeunit pas. Sachez que vous avez des vieux au micro ce soir. Et ils sont un peu longs à réagir, pardon. Non, je termine ma tisane, tranquille, merci. Non, il remettait des piles dans le sonotone. Mais voilà, le gunpla, c'est 40 ans d'ingénierie qui ont évolué pour faire des choses très techniques, très poussées, mais pour faciliter la tâche des débutants, et finalement pas toujours, c'est mon opinion personnelle en tout cas, satisfaire les maquettistes chevronnés. Alors, qui a envie de nous parler un petit peu de l'histoire du gunpla ce soir? Allez, un volontaire, Stéphane. Écoute, moi je la connais pas trop pour être honnête. Moi Alors, un volontaire, Gunpla. Rémi. Ah, tu me coupes la parole, mais j'allais quand même Grave. me lancer. Moi Qu'est-ce qu'on fait? j'ai connu effectivement les modèles de 2001 quand Bandai France a commencé à commercialiser à grande échelle les maquettes sur le territoire. Et c'est vrai que par rapport aux kits que j'avais pu faire par le passé qui nécessitaient énormément de travail de préparation, bon, on a commencé effectivement avec des modèles sans colle, avec des polycaps pour les articulations. Donc déjà, c'était une révolution. Après, pour répondre à ta question, moi j'ai envie de dire effectivement oui, le gunpla est de la maquette. Le problème, c'est que aujourd'hui, on a tendance à la fois Bandai dans un but commercial, et c'est totalement compréhensible, mais aussi, on va dire, certains distributeurs, de faire croire que c'en est pas, justement pour pouvoir drainer un public plus large et leur faire acheter plus de modèles. Mais quand on ouvre une boîte d'un gunpla, d'une maquette quelle qu'elle soit, et qu'on la compare avec une maquette d'un avion ou d'une voiture, on a exactement le même topo. C'est des grappes de pièces en plastique, une notice, des stickers ou des décalcos. Le principe reste le même. C'est simplement le discours qui est totalement différent. Lolo? Il y a effectivement, pour rebondir sur ce que dit Steph, il y a une volonté de s'adresser à un public plus jeune avec des produits très flamboyesques, très colorés, etc. Mais comment dirais-je, c'est vraiment le but, c'est d'avoir des produits très colorés, très visuels et loin de kits au référentiel très, voire trop militaire, quoi. Donc après, je pense que la clientèle, l'âge moyen de découverte du gunpla est beaucoup, serait intéressant à calculer en Europe et au Japon. Ah bah, au Japon, c'est de 0 à 1 an que tu découvres. Ouais. En Europe, à partir de 14-15. Moi, je m'y suis mis avec les plamos de Gundam Seed, donc 2006-2007.
J'avais 15 piges. Hmm. Pardon, 17. En France, je pense que ce qui est un petit peu compliqué, c'est que enfin déjà à la base, Gundam, c'est pas une série qui est hyper populaire. En tout cas, ça a eu beaucoup de mal à essayer de s'implanter un petit peu. Il y a eu plusieurs foirages entre Wing, bon, qui a un peu marché, mais pas suffisamment pour décoller. Seed par la suite, effectivement, et on voit qu'il y a eu depuis 20 ans, quasiment en France, que la licence essaie de s'implanter, un petit peu des vagues comme ça, de gens qui ont découvert le Gunpla grâce à la série qui était diffusée à ce moment-là. Et c'est un vecteur qui est important, je pense, en Occident, d'avoir ce support pour le prodeur, pour le produit dérivé. Alors qu'au Japon, Gundam, c'est quasiment institutionnalisé depuis 40 ans. Et effectivement, la tranche d'âge elle va de 0 à 80 ans, parce que voilà, les premiers fans, ça fait 40 ans qu'ils font du Gunpla. Et je pense qu'on avait ces discussions-là une dernière fois ensemble, Zen, pardon, que effectivement l'âge moyen dans les clubs de maquettistes est assez, on dépasse parfois la quarantaine. Et par contre, effectivement, celui qui fait du Gunpla aujourd'hui en France, il est plutôt dans la vingtaine. Il y a vraiment deux univers et deux âges différents à ce niveau-là. Ouais, mais je pense pas que ce soit une question d'âge. En fait, je pense que ce qui a été volontairement fait, c'est de pas communiquer les codes de la maquette. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des modèles pour les Gunpla qui sont vraiment livrés, on va dire, clé en main. Les pièces sont déjà de la bonne couleur. Donc, finalement, il n'y a pas besoin de repeindre. Mais on donne pas finalement ces clés aux nouveaux arrivants. On leur dit, bon, bah écoute, voilà. T'as un kit, tu n'as qu'à le monter et voilà, tu auras ton robot de prêt, de dispo. Enfin moi aujourd'hui j'assimile toute cette mouvance un petit peu au Lego, c'est-à-dire que tu ouvres une boîte, tu montes ta boîte, tu montes ton set et voilà. Et après on se retrouve avec des personnes qui n'ont pas ces codes et on rentre dans des logiques qui pour on va dire sans vouloir utiliser un terme pompeux pour un maquettiste de base, si on commence à rentrer dans des logiques de no paint, de paint partial, des choses comme ça. Une maquette, quand tu commences, bon bah tu la peins en fait. C'est quelque chose qui doit être naturel. Donc ils ont vraiment décliné avec toute cette facilité de montage toute une logique en omettant en fait les bases. C'est ça que je trouve un petit peu dommage, puisque maintenant, au gré des discussions que l'on peut avoir avec des nouveaux venus, on se rend clairement compte qu'il leur manque en fait les fondamentaux. Je vais compléter ce que tu dis et faire un petit peu la synthèse quelque part entre Laurent et toi. Parce il y a une dimension d'âge quand même qui joue, de culture à la maquette, que tu essaies d'expliquer, mais qui est très différente qu'on se place en France, où ton analyse est très pertinente, ou qu'on se place au Japon, où à mon avis, c'est complètement différent. Pourquoi? Parce qu'au Japon, la maquette, au sens large, reste une discipline qui est encore très largement pratiquée, ça fait partie de la culture japonaise, et le gunpla n'est qu'une variante de la maquette, comme peut-être l'automobile, comme peut-être le militaria, les avions, etc. Si tu ouvres un magazine de maquettes au Japon, tu auras du gunpla, de la bagnole, du blindé, etc. Il n'y a pas de différence. Donc, quelque part, les gens au Japon savent que le gunpla, c'est une maquette et qu'ils peuvent faire autre chose. Et Bandai, je pense, n'a pas forcément besoin de communiquer sur l'aspect maquette et se focalise effectivement sur l'aspect, on va dire, jouer à monter soi-même, parce que par ailleurs, les gens ont gardé cette culture maquette et ont les références qui vont bien. En France, là où tu as raison, c'est qu'on est dans une période où la maquette, depuis 20 ans, ça périclite et qu'effectivement, la jeune génération, 20, même 30 ans, parce que moi, quand j'ai démarré, déjà, il y avait plus grand monde qui faisait de la maquette, mais aujourd'hui, c'est encore pire. Effectivement, ils n'ont pas ces références de maquette, et ils découvrent le gunpla comme effectivement un nouveau hobby facile d'accès, et comme tu le dis, non, pas forcément avec la dimension montage propre, bien nettoyé, peinture, etc. D'autant plus que les kits se trouvent majoritairement dans des boutiques spécialisées manga et prodeur, et pas forcément dans des magasins justement de maquettes, bien que dans certains ça soit le cas. Mais généralement, c'est pas le cas, et du coup, ils n'ont pas cet accès à la peinture, cet accès au matériel, et au conseil surtout d'un vendeur avisé qui pourrait leur expliquer, voilà, tiens, tu peux peindre comme ça, tu peux faire ci, tu peux faire ça.
Il y a vraiment ce creux culturel, effectivement, et là où je rejoins un petit peu Laurent, c'est vrai que dans les clubs, pour le coup, c'est souvent des maquettistes âgés qui aiment le blindé, les trucs un petit peu anciens, alors que la jeune génération, bah, c'est vrai que ce qui les attire dans le Gunpla, c'est aussi non seulement que c'est facile d'accès, mais aussi, voilà, comme tu le disais, c'est coloré, c'est des robots, il n'y a pas toute cette dimension militaire ultra dure quelque part. C'est vraiment un autre univers beaucoup plus accessible. Et c'est ça qui fait l'intérêt aussi. C'est aussi ça qui attire, malgré tout, les maquettistes expérimentés vers le Gunpla, cette facilité, des kits qui s'emboîtent facilement. Ils aiment bien, on le voit dans les clubs, le Gunpla n'est pas du tout rejeté. Et au contraire, c'est quelque chose qu'ils aiment bien parce qu'ils savent aussi que ça attire la jeune génération. Absolument. Il y a une chose importante dans le Gunpla qui plaît aussi beaucoup, c'est le côté articulé et articulable. C'est que tu en fais vraiment ce que tu en veux. Ce que tu n'as pas forcément sur un blindé ou sur une voiture, par exemple. Donc, c'est quand même hyper agréable de lui donner la pose que tu veux, etc. Donc, c'est un plus que tu n'as pas par rapport à d'autres produits, par exemple. Absolument, et Bandai joue à fond là-dessus avec des kits qui sont ultra articulés, voire même au-delà, entre guillemets, du raisonnable pour ce qui reste une maquette en plastique qui, au final, va être ultra fragile et pas si manipulable que ça si tu veux pas risquer de casser quelque chose. Ah, ça, le coup des réels grades, par exemple, avec la réputation du Zeta qui tombe en miettes juste à le regarder, c'est peut-être pas trop surfait. C'est dommage. Non, mais c'est vrai que la production, elle est quand même assez impressionnante parce que quand on voit le volume, le nombre de modèles qui sont proposés, on est vraiment sur des standards de gamme de jouets d'action figure. En fait, le nombre de kits proposés par Bandai est assez impressionnant. Et c'est vrai que dans ces conditions, on n'axe pas forcément sur le côté maquettisme dans un souci justement de vente. C'est plus tu en achètes, plus tu en montes, plus tu en rachètes d'autres. Et alors que bon, ça dénature finalement parce que c'est, comme tu le disais, c'est des jouets à monter soi-même. C'est exactement ça. C'est une maquette, mais qui s'est finalement transformée en jouet si tu décides de ne pas appliquer le moindre traitement dessus. Sur le principe, tu as tout à fait raison. Les nouveaux arrivants dans le domaine peuvent aussi choisir juste de monter leur plamo tranquillement pour avoir une belle figurine à mettre au-dessus du PC et puis basta. Soit parce qu'ils n'auront pas le temps ou pas spécialement envie d'investir du temps et de l'argent dans du matériel, puisque à la base, la maquette, la figurine de Gundam est fournie avec ses autocollants et ses pièces de couleur. Après, il faut voir qu'effectivement, je sais plus lequel de vous deux, Laurent ou Steph, faisait le parallèle avec les Lego. Ouais, C'est moi, ouais. On a fait. C'est les deux en fait. C'est les deux vieux. Ouais, bah, c'est Rémi le jeune en fait ici. Hein. Sinon, c'est le Puppet Show. On Et a puis tous c'est un moi 4 à la dizaine. Je suis le plus jeune, mais je suis le plus chauve. Ouais. Mais pour refaire le parallèle avec le Lego, c'est vrai que dans le Gunpla, allez, en gros, il y a deux hobbies vraiment dans le Gunpla réunis. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect maquette, classiquement, où on va monter, peindre, mastiquer, etc. Je reviens pas dessus, c'est, on va dire, vraiment l'essence même du Gunpla. Si on remonte aux origines, c'était ça. Les premiers Gunpla, c'était des maquettes à coller, à peindre. Après, ça s'est amélioré, mais il y avait toujours cet esprit-là jusqu'à il y a quelques années. Et puis vraiment, le deuxième hobby, on va dire, c'est le build. C'est juste le montage. Et là, c'est comme du Lego. Du Lego à dégrapper, mais c'est la même chose. On a les pièces, on suit le plan de montage. Et ouais, on passe juste un bon moment à monter un chouette modèle et à obtenir sa figurine à la fin, mais comme peut l'être effectivement un Lego. Je trouve le parallèle assez juste. Alors après, certaines personnes vont franchir le cap et passer à côté maquettisme, et puis d'autres vont se contenter du build parce que voilà, c'est un moment où tu chill tranquille, tu mets de la musique, c'est reposant. Moi-même, des fois, j'ai juste envie de monter, j'ai pas envie de peindre derrière. Mais l'équivalent du maquettiste en Lego, c'est le moqueur. Hein. C'est celui qui va te créer son kit complètement de A à Z. C'est celui qui va vraiment le transformer, qui va y rajouter des LED aussi. Il y a cette communauté aussi de gens très exigeants avec eux-mêmes dans la communauté Lego. Hein. Ça, c'est bien aussi. Hein. Ça existe aussi. Tout à fait. Bah, de toute façon, dans chaque hobby, tu vas avoir un palier où tu montes vraiment en gamme, en complexité, j'ai envie de dire. Après, la différence, c'est que
là, pour le coup, dans Lego, le Lego, c'est vendu comme tel par Lego. C'est un truc simple. Enfin, je crois que quelque part, tu as un petit peu raison quand même, parce que je connais moins bien le Lego. Moi, je m'y suis remis il n'y a pas longtemps. Mais c'est vrai que tu as toute la partie créateur où là, pour le coup, c'est effectivement la licence qui incite les gens à créer des mocks, comme tu dis, finalement, qui vont après devenir des modèles commerciaux. Alors que le Gunpla, ça reste assez vertical, même si de temps en temps, Bandai va proposer des concours pour créer des Gunpla. En tout cas, le design qu'après ils vont adapter en maquette, ça reste eux qui imposent leur vision, même si après, effectivement, il y a toute l'incitation à faire le kit bash, les customs, qui sera notre prochain podcast, etc. Et pour arriver à des choses qu'on voit au GBWC, par exemple, où pour faire un modèle, on va te vendre 10 maquettes différentes pour aller piocher des pièces à droite à gauche. Ce qui est assez différent de l'esprit kit bash originel de la maquette, où là, tu es plutôt à chercher à prendre une pièce et à en faire complètement autre chose, de manière à ce que tu ne puisses même pas la reconnaître au départ. Donc le défi, c'est de dire ah oui, c'était ça comme pièce. Alors que dans le Gunpla, c'est complètement ostensible. C'est ah, bah ouais, c'est les ailes du Freedom. Pas de problème. Et je ne sais absolument plus où je voulais en venir. Je crois qu'on s'est tous un peu perdus pour l'instant. Non, mais par contre, le truc qui est intéressant, c'est qu'on voit quand même qu'il y a une communication, il y a un endroit où il y a quelque chose qui manque, parce que on a tous vu tous ces nouveaux arrivants donc, qui achètent des kits et qui se décident de se lancer pour des petits travaux, mais vraiment minimes, et ils jouent leur vie en fait. C'est dingue comme les groupes sur les réseaux sociaux regorgent de questions pour est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça, qu'est-ce que vous me conseillez? Parce que clairement, on voit bien qu'il y a zéro communication. On te vend une boîte, et puis voilà. Et quelque part, c'est limite pour prendre à total contre-pied, mais finalement, il y a rien à faire et c'est pas censé. T'es même pas censé faire du travail dessus. C'est du gunpla, donc c'est pas une maquette. C'est vraiment un discours que je trouve vraiment totalement biaisé et vachement dommage parce qu'on se retrouve avec des gens qui finalement perdent l'esprit même et le plaisir même de la maquette quand tu décides d'en faire. C'est tenter, expérimenter, faire des erreurs, avoir de bons résultats, trouver des techniques qui sont des fois un petit peu propres à toi. Non, c'est la moindre chose, c'est j'ai besoin d'aide. On est en permanence devant ces cas de personnes qui n'osent pas en fait. Et ça, c'est un peu dommage. Après, je suis pas persuadé que ça soit exclusif au Gunpla. C'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup dans les groupes de maquettistes classiques, entre guillemets, où Ah c'est ouais? vrai ouais, quand même, il y a une forte tendance à avoir un petit peu peur, comme tu dis, de se lancer, mais je pense que c'est dû au fait qu'effectivement la culture maquette est beaucoup moins répandue qu'à une époque. Donc, effectivement, de base, t'as pas les références qui vont bien. Et aussi, tu as les marques qui produisent de plus en plus de choses, des peintures différentes, des outils différents. Enfin, il y a euh, un nombre incroyable maintenant de types de peintures, par exemple, qui font que c'est hyper compliqué de s'y retrouver quand tu débarques. Alors que nous, quand on a commencé, on n'avait pas grand-chose à ce niveau-là. On avait les Tamiya, on avait les Umbral. Voilà, c'était plus facile, entre guillemets, de se lancer. Et puis, c'est vrai aussi que les groupes, ça a un peu tendance à montrer les gens qui sont hyper balèzes. Puis, j'imagine que quand tu débutes, tu te sens un petit peu penaud par rapport à ça et tu as peur de te foirer. Il y a une espèce, je pense, de pression sociale que les gens peuvent se mettre eux-mêmes sur le dos quelque part, qu'il faut Ouais. pas avoir. Effectivement, l'apprentissage, c'est une étape importante de la maquette, que ce soit du gunpla ou de la maquette traditionnelle. Faut pas avoir peur de se lancer et tester des trucs, quitte à se planter, c'est pas grave. Après, c'est vrai que ce qui peut jouer au désavantage du gunpla, c'est que la distribution, elle est un petit peu erratique. Alors effectivement, Bandai communique très mal sur son produit, ça c'est clair, et depuis le lancement, se repose vraiment sur la communauté de fans pour faire le boulot et les associations, type AUG, Alligator lors des Japan Expo, par exemple. Et de plus, il n'y a pas une distribution très claire du Gunpla. Ça arrive un petit peu au compte-gouttes, on ne sait pas trop quel modèle va arriver, donc j'imagine que quelqu'un qui est tout content de trouver le modèle qu'il voulait
peut craindre de le rater et de pas le retrouver derrière facilement. Alors que si tu es au Japon, tu n'as aucun problème à retrouver le modèle, quoi. Si vous me suivez. Ah oui, mais Absolument. complètement. Complètement, Bah, ouais. moi, pour parler de mon cas 2 minutes, moi, la pression justement des réseaux, etc., je l'ai vécu très très fortement au début, parce qu'effectivement, montrer ce que tu fais, et notamment en peinture, bah, c'est super compliqué, parce que tu as peur d'être jugé, tu as peur de faire de la merde, pardon. Hein. Et puis voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est compliqué quand tu démarres, quand tu veux sauter le pas de la maquette, enfin du gunpla monté que tu présentes, que tu photographies, etc. Ce qui était mon cas, au moment où tu passes à la maquette, au gunpla peint. Et le moment là, tu confrontes quand même à des mecs qui ont des sacrés niveaux. On va pas citer de nom, mais ils sont autour de cette table. Non, bref. Et ça, clairement, c'est compliqué de montrer ce que tu fais, quoi. Même si le jugement est super positif dans la majorité des cas, mais c'est quand même compliqué. Moi, ça, je l'ai vraiment vécu. L'angoisse du débutant. Ah, bah, la grosse angoisse du débutant, ouais, clairement, ouais. Après, ça, je pense que ça varie aussi beaucoup suivant les caractères des gens. Moi, j'ai l'impression que je suis toujours en train de faire des trucs daubé du fion et ça m'empêche pas de les poster partout. Alors que tout ce que je fais n'est pas vilain, mais il y a des trucs, voilà. Et pourtant, ça fait quelques années maintenant que je suis dans la partie et j'ai la même angoisse que toi, sauf qu'en fait, je m'en fous, je le poste, quoi. Ça plaît, ça plaît pas. Si j'ai des retours constructifs, tant mieux. Si on me dit que c'est nul, bah tant pis pour eux, tant pis pour moi. En plus, en toute sincérité, on est quand même dans l'univers virtuel des réseaux sociaux est quand même très consensuel. J'ai rarement vu des réactions très négatives où clairement un mec va dire non mais ce que tu as fait c'est vraiment pas bon du tout, c'est vraiment tout moisi. On a évidemment l'extrême où on a les apôtres de l'angélisme où tout est super, tout est génial. Mais en règle générale, il n'y a jamais des critiques qui sont super virulentes. Donc, ouais, je pense qu'il faut y aller. De toute manière, c'est un plaisir, c'est un hobby. Tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu peux, tu balances, et puis de toute manière, tu t'améliores. C'est, comme diraient les vieux, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Bah, pour en revenir sur ce que tu disais là par rapport aux critiques négatives qui n'existent pas. En fait, la critique, quand elle est négative, elle est souvent constructive derrière. Les gars, ils alignent des arguments, Clairement. idées. Mais le problème qu'on a aussi, c'est qu'on a 80% des gens qui vont pas voir le côté constructif, qui vont juste voir le négatif et qui vont se braquer et tout envoyer chier comme si on avait insulté leurs parents et leurs grands-parents, quoi. Ça, c'est horrible. Ouais, mais bon, je pense que c'est pas le propre de notre hobby, c'est partout pareil. Hein. C'est bon, Oui. les critiques, c'est le jeu à partir du moment où tu présentes un travail sur un réseau social. Bon, bah, il faut accepter la règle. Tu peux avoir des critiques et en règle générale, elles sont rarement. Il y a quelque chose qui rentre aussi peut-être en ligne de compte dans cette dynamique des critiques plus ou moins bien acceptées, c'est que voilà, on n'est pas forcément dans de la maquette traditionnelle. Et le hobby, il est perçu à différents niveaux. Tu as effectivement les gens qui vont se lancer dedans, qui veulent acquérir du skill, s'améliorer, etc. Et ceux-là sont peut-être en demande effectivement de conseils, ils vont être plus enclins à accepter les critiques constructives. Et tu as ceux qui sont là juste pour le hobby, parlent un petit peu, mais qui n'ont pas forcément envie de faire un truc de fou, mais qui sont quand même contents d'eux, qui montrent ce qu'ils ont fait. Et puis dès que tu commences à dire ah ben tu pourrais aller plus loin en t'améliorant, bah, ils n'ont pas envie d'entendre ça. Ils sont juste contents de ce qu'ils ont fait et ils n'ont pas la prétention, l'envie d'aller au niveau d'un maquettiste expérimenté. Mais il y a moins le plaisir que tu prends à faire monter en gamme, entre guillemets, un produit, un modèle AG à 15 € que tu fais monter en gamme avec une jolie peinture. C'est comme un vrai plaisir que tu ne retrouves nulle part ailleurs si tu restes en no paint. Ça, c'est clair. Ouais, mais je pense que tout le monde n'a pas forcément cette approche ou cette envie. C'est Et ça. ça, je pense qu'il faut qu'on l'accepte. Ah oui. Par contre, ce qui est un peu plus difficile, c'est justement quand les personnes ne sont pas réceptives. Parce qu'ils ont essayé de faire quelque chose, ils débutent, ils l'ont pas forcément fait de la meilleure manière, et des fois on est un petit peu confronté à des situations où les gens sont en blocage total parce que finalement ils disent bah ça me plaît comme ça,
quelque part, il y a aucune volonté d'apprentissage ou même d'amélioration sur des techniques aussi simples soient-elles. C'est ça qui est un peu plus embêtant. Est-ce que je À peux mon lancer la sens. phrase? Vas-y. C'est Gunpla is Freedom. Ah, Voilà. on aura une bonne petite vingtaine de minutes ou une C'est ça le demi-heure fond avant du de la problème. balancer celle-là. Eh oui, c'est ça, Gunpla is Freedom, ouais. Depuis que Mais ça non, fait partie, non, Gunpla n'est pas Freedom. Gundam Gunpla is est prison. régi selon des règles. C'est aussi la problématique voilà, d'un hobby qui est à cheval, qui a le cul entre deux chaises, entre la figurine et la maquette. Et tu as des gens qui ont envie d'avoir une belle maquette, mais qui n'ont pas envie de se donner la peine d'avoir la belle maquette. Et quand tu leur dis que ça va pas, bah, ils sont pas contents, mais en même temps, ça va pas. Tu peux pas dire à quelqu'un, ouais, ta peinture, elle est géniale, si elle est dégueulasse. C'est sûr. Alors à ce moment-là, bah, le mieux, c'est peut-être de passer son chemin. Ouais. Mais c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que c'est quand même quelque chose qui nous relie tous. Et c'est un peu, moi ça m'embête un petit peu, c'est vrai. Je le fais de plus en plus parce que je me dis que c'est peine perdue. Il y a des fois, bon, bah ça sert à rien d'essayer d'argumenter parce que tu vas avoir un contre-argument qui est fait en carton, mais bon, c'est un peu dommage ça. Bon, après, là, on a l'impression que c'est le cas de tous les builders, mais on parle quand même de cas qui sont heureusement pas la majorité. Il y a beaucoup de builders qui sont quand même très réceptifs à ce qu'on leur dit et qui sont contents de pouvoir trouver Clairement. des tutos en français, parce que mine de rien, bah, Bandai fait pas le boulot, donc ils sont bien contents quand nous on fait le taf et qu'on leur explique les choses. Et puis c'est notre plaisir aussi de partager notre expérience, notre connaissance, parce que, enfin là je vais parler pour moi et je pense que c'est le cas de tout le monde. On a tous commencé avec des kits dégueulasses. Moi, mes Oui. premiers kits, je les collais pas, je peignais à la citadelle avec des traces de pinceau de fou. Mais voilà, après, aussi. ça a été progressif. Hein. Oui, moi je reprends plaisir cette année à partager mon expérience et mes connaissances avec un peu tout le monde. Il y a un peu plus de retours qu'il y a 2-3 ans où on avait l'explosion et où c'était vraiment pardonnez-moi l'expression, mais c'était vraiment le merdier, quoi. Et c'était dû à quoi? Parce que moi, j'ai un peu raccroché les wagons justement il y a quoi? Ouais, 2 grosses années. Mais pourquoi c'était tant le merdier il y a 3 ans? Alors, pour moi, pour mon analyse perso, je dirais que, en gros, 2016, ça a été le lancement officiel par Bandai France à Japan Expo pour le retour de Gundam en France, avec les kits, les accès. Et du coup, 2-3 mois de latence, de battement, le temps que tout le monde se retrouve dedans, tout le monde s'y met, tout le monde découvre. Et 2017, ça a été un peu la foire à la saucisse dans tous les sens du terme. Ça a été un peu le merdier. Je sais pas si on peut en parler ce soir, mais on a eu le groupe Hobby Forever en 2017 qu'on a décidé de fermer avec Zenkoro du jour au lendemain parce qu'en fait, on s'est fait des nœuds à la tête là-dessus. Mais vraiment, moi, j'ai passé des sales soirées parce que je me prenais la tête pour un simple groupe, alors que c'était une grosse erreur puisque du coup, je vivais plus ma passion avec passion, mais avec angoisse. Chaque jour était compliqué à gérer sur le groupe et du coup, alors, je sais pas si on est bien dans le bon thème, mais le jour où on a annoncé la fermeture à 24 heures juste avant de le faire, on n'a jamais eu autant d'échanges sur ce post, sur cette annonce et dans la violence, quoi. On a eu des mots, putain, moi, j'ai des mecs, je les aurais eu en face de moi, mais je leur rentrais dedans, quoi. Peu importe qui c'était, quelle taille ils faisaient, quel poids ils faisaient, c'était pas la peine, quoi. Mais c'était dû à quoi en fait cette réaction? C'était dû à une communication vis-à-vis donc du retour de Gundam en France. La décision de fermer le groupe ou Non, mais oui, le parce bazar? que j'ai eu le sentiment de ce que je comprends, c'est qu'il y a eu donc un afflux de nouveaux, pardon, de nouveaux maquettistes ou en tout cas builders. Mais j'ai du mal à saisir ce qui a pu générer une telle tension en fait. Je pense que c'est le côté la foule. Tout le monde voulait montrer son truc, tout le monde voulait exposer. D'accord. Et je pense que c'est ça qui a généré un peu le boxon, puisque
À ce moment-là, tout le monde faisait de la construction basique, du panel line, des choses comme ça, et quelques-uns faisaient de la peinture, mais personne n'acceptait la critique. D'accord. Il fallait juste dire que c'était beau, joli, que c'était génial. Et en fait, à ce moment-là, il y avait aussi, c'est là que ça a commencé, toutes ces fameuses histoires de piles de boîtes. On avait un Ah groupe, oui. t'avais 14 photos de boîtes de maquettes par jour, en mode j'ai reçu ça, j'ai reçu ça. C'était un petit peu la course à celui qui avait le plus gros arrivage à la semaine. Et ça, c'était pas intéressant du tout, quoi. Là, c'était anticonstitutionnel, tiens. Bah, quelque part, c'était, pour reprendre une expression d'un philosophe, c'était le choc des civilisations. C'est que nous, ça faisait 15 ans qu'on était dans le truc, on était dans cette démarche de maquettiste classique, on va dire, par rapport au Gunpla. Et je dirais pas qu'on a mal géré l'arrivée des nouveaux, mais il y a eu effectivement, de par cette diffusion massive et pour la première fois vraiment réussie du Oui. Gunpla, parce que pour le coup, ça a vraiment pris, en tout cas au niveau de la foule, contrairement à l'époque Wing et à l'époque Seed où c'était resté anorexique. Et effectivement, voilà, ça a pris, mais la majorité des gens, du coup, étaient dans l'aspect figurine du hobby, avec Ouais. des améliorations très basiques. Et voilà, comme le disait Rémi, c'était à celui qui va en acheter le plus, à celui qui va faire les plus belles panel lines. Sauf que ça, c'était des trucs qui nous intéressaient pas du tout. En même temps, voilà, on fait aussi notre mea culpa. On n'a peut-être pas été très psychologue avec ces gens-là, ou nous, on les a pas compris. Enfin, moi, je les ai pas compris au début. Eux, ils comprenaient pas notre position. On s'est fait traiter d'élitistes, etc. Et Oui, puis, je pense aussi que du fait que c'était le début, on a eu un paquet de fanboys. Et les fanboys de Bandai, il faut être assez virulent. Voilà, qui sont posés là et qui ont affirmé leur position de le Gunpla, c'est pas de la maquette, c'est différent, ça n'a rien à voir, vous êtes des élitistes, nous c'est facile, c'est accessible et on veut pas entendre autre chose. Et ça, c'est quand même une tendance qui s'est vachement calmée depuis 2016. Là, je trouve que la communauté, il y a toujours des débutants et heureusement, ça veut dire que le Gunpla continue de marcher. Mais voilà, c'est beaucoup plus posé, les mecs sont quand même plus ouverts globalement, et je trouve que là, dans les groupes de Gunpla où on est en ce moment, on pourra solliciter Gunplaco, par exemple, qui reste une des plus grosses communautés à faire. Il y a beaucoup de débutants, mais globalement, l'esprit reste super sain, je trouve. Oui. Ouais. Il y a une bonne équipe de modération qui gère très bien les problèmes au cas par cas, quand il y en a. Et c'est un groupe qui sent bon, pour une fois. Tout à fait, tout à fait. Alors nous, on a continué avec notre petit groupe Renaissance, on va dire, qui est les enthousiastes de la maquette, où là, on parle que maquette pour le coup, enfin Gunpla en tant que maquette. Oui. Mais voilà, dans les groupes plus généralistes, Gunplaco c'est pas mal, il y a les herbiers aussi, bah, c'est des autres esprits, mais voilà, on est beaucoup plus, même nous, on a fait un petit, enfin moi en tout cas, j'ai revu mes positions en étant beaucoup plus, bah, je me prends moins la tête. C'est vraiment le problème que tu expliquais, c'est que nous, on s'est vraiment pris la tête à une époque. Je dirais pas vouloir imposer nos vues, mais voilà, on avait du mal à comprendre finalement cette nouvelle tendance. Mais parlons-en de cette nouvelle tendance, parce que d'où vient-elle finalement? C'est pas venu comme ça, parce que donc je disais tout à l'heure qu'initialement le Gunpla c'était de la maquette traditionnelle, mais c'est vrai que depuis bah, c'est depuis Gundam Build Fighter, finalement, Oui. 2013 déjà, me semble-t-il, que Bandai a vraiment pris le Gunpla pour allez, on fait de la figurine, il faut qu'on mixe tout ça, vous faites ce que vous voulez, on s'affranchit complètement des codes classiques du Gunpla, qui était l'ASF, sérieuse, réaliste. Vous faites ce que vous voulez avec les Gunpla, on en a rien à foutre. C'est de là d'ailleurs qu'est parti le Gunpla is Freedom, C'est ça. qui était l'une des Les grandes gimmicks de la phrases. série. Et donc, c'est tu avais vrai raison, que, c'est 2013. Je te coupe, pardon, mais c'est bien 2013. 7 octobre 2013, la première diffusion. voilà, donc ma mémoire est encore vaillante. Et ouais, bah, depuis 7 ans déjà, bah, finalement, Gunplay is Freedom. Donc dans l'esprit, qu'est-ce que ça veut dire Gunplay is Freedom? Gunplay is Freedom, ça veut dire simplement, voilà, vous avez une base hyper large de mechas issus de tous les univers Gundam qui ont été développés depuis quasiment plus de 30 ans, à l'époque du lancement, ça faisait 33 ans.
34 ans, et vous faites ce que vous voulez avec. Du kit bash, des trucs de SF sérieux, des trucs de fun, des trucs toon à la limite. Il n'y a aucun problème. Ne soyez pas limité par les histoires qui ont été créées avant cela. C'est pour ça que Gundam Bullfighter, ce sont des combats de maquettes, ce qui permet de justifier le fait que les protagonistes font n'importe quel mecha, n'importe quel Gundam avec des kits existants. Puis en plus, niveau commercial, c'est bingo, hein, puisque là, c'est de la publicité sur pattes pour Bandai. C'est ça. Et de cet esprit Gunplay is Freedom, tu es libre de créer comme tu veux, bah c'est parti, je suis libre de faire de la merde comme je veux. Et surtout d'utiliser des termes un petit peu n'importe comment. Voilà. Le premier étant ce fameux mot qui me hérisse le poil encore quand je le lis chaque jour dans des posts où ça n'a aucun rapport, mais le custom, quoi. Le custom, je peux plus. Mais je crois en fait que ça fait partie d'une démarche. Alors je sais pas si c'est Bandai qui l'a initié ou si ce sont, on va dire, les distributeurs. C'est peut-être ce sentiment de créer une communauté de personnes, donc voilà, qui aiment ce genre de qui se retrouvent. Moi, c'est vrai que vu de l'extérieur, j'ai toujours eu le sentiment, certaines réactions, ça me fait penser un petit peu aux boutiques de jeux de rôle qui font du Warhammer ou d'autres gammes, où tu retrouves des mecs qui peignent leurs figurines ou qui jouent ensemble. Et on a le sentiment en fait qu'ils ont décidé de se réapproprier tous les codes, mais en changeant tous les noms, en réinventant en fait la roue, pour vraiment donner à ces nouveaux un sentiment d'appartenance à quelque chose de nouveau, mais qui ne l'est pas au final. Oui. Alors je sais pas si c'est une volonté délibérée de se différencier de la maquette traditionnelle ou juste le fait que, pour revenir à ce qu'on disait au début de ce podcast, ils n'ont pas la culture maquette de base. Donc c'est vrai qu'il y a une espèce de recréation de ce qui existe depuis 40 ans, quelque part. Surtout en Occident, parce qu'au Japon, comme je le disais, ça existe depuis 40 ans que le Gundam, c'est de la maquette comme les autres. Et donc c'est vrai qu'il y a un petit peu, on a ce sentiment que, ouais, ils redécouvrent des techniques de grand-père, quoi. Ils ont Ouais, beau mais leur nommer. avec un lexique totalement différent, Ah oui, totalement rénové, avec des termes beaucoup plus sexy, on va dire. Mais des voilà, exemples, on veut des exemples. Donnez des exemples pour illustrer. Les lignes de structure. Non, ça c'est resté, les panel lines, c'est resté, ça va. Moi j'ai plutôt le reverse wash, là, j'ai alors ça oublié. c'est complètement nouveau, ça n'existait pas. Non, moi j'ai Non, bien sûr. le fameux oil dot filter. Ah oui. Bel exemple. Oil dot filter qu'on appelle communément un fondu, quoi. Ceci dit, il faut reconnaître que certaines grandes marques l'ont utilisé. Donc c'est, Ouais. mais Oui. ça revient à ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que maintenant les marques sont tellement diversifiées, elles essayent chacune d'imposer un petit peu leurs pattes et puis elles-mêmes vont recréer des noms pour dire bah ouais, c'est ma marque. Oui, Et pour essayer de ça se démarquer. ça facilite pas la compréhension non plus des débutants. Ça c'est sûr. Mais il y a tout, on a l'impression effectivement qu'ils redécouvrent des fois des techniques qui sont la base, quoi. Enfin, reprenons par exemple les panel lines. Je veux dire, ça fait 40 ans qu'on fait des panel lines avec des wash qui marchent très bien et il faut à chaque fois qu'ils réinventent des trucs. C'est assez fatigant. Alors il y a le feutre, il y a les accents de color, il y a les jeux à faire soi-même, puis il y a les trucs à l'acrylique, et puis il y a la plume maintenant. Oui, ça c'est nouveau, ça. C'est et les marques, c'est surtout les marques. Je pense qu'il y a pas mal de marques chinoises aussi qui surfent là-dessus pour leur revendre l'eau chaude, hein. Ah bah Et comme les mecs connaissent pas les bases, bah ils tombent dans le panneau. C'est un peu ça. là, pour revenir sur la plume, en ce moment, il y a des. Donc, tu en trouves à 2-3 € sur AliExpress. Tu les trouves à 7 € en grande surface, comme tu nous le montreras bientôt. Et il y a des mecs qui vendent ça 20 balles, voire 23 ou 24 $ en ligne. Et il y a des mecs qui ont dû acheter parce qu'elle doit être estampillée sans licence, mais elle doit être marquée Gundam ou Gundam, ou tu vois, avec une petite faute de frappe pour pas être emmerdé. Et ça marche, je suis sûr qu'il y en a qui l'achètent parce qu'ils se font. Ils cherchent pas plus loin et sur le moment, ils voient ça, ils disent putain, c'est l'outil qu'il me faut, quoi. Mm, mm. C'est ça, et il y a aussi une
c'est pour beaucoup de choses, il y a pas forcément l'envie d'aller chercher l'information. C'est-à-dire qu'ils vont voir la pub, ils vont se dire oh bah ça va faire le boulot, j'achète. Alors que Non, mais c'est le principe bon, du truc. ouais, je sais Il y pas. a un résultat, voilà le résultat, on t'offre l'outil qui va te faire le résultat magique. Forcément, on est tous à sauter dessus, quoi. Enfin, quand c'est bien vendu et quand c'est martelé, parce qu'on le voit en ce moment sur les réseaux, les Facebook, tu nous parlais d'Insta tout à l'heure, etc. C'est martelé ces produits-là en ce moment. Ok, bon, Laurent, il a acheté la plume Goudam. Hein. Ah non, non, j'ai une vieille plume sergent-major. Non, la Mon bon c'est monsieur, pas Gundam, elle est Gundam. t'as connu ça, une plume sergent-major qui est très bien. Est-ce qu'il y a d'autres exemples ou est-ce qu'on est d'extrême mauvaise foi quand même? Non, je pense pas qu'on soit d'extrême mauvaise foi, on est fatigué. Bon, il y a le plating, là, c'est Ah là quoi tous là. ces trucs? Ouais, alors ça, tu vois, j'allais le proposer, mais alors, est-ce que le plating, c'est vraiment un mauvais terme ou c'est juste une anglonification d'un terme français? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, Playplate, c'est une marque à la base. Donc, c'est comme si tu disais, pour mettre ta glace au congélateur, que tu fais du réfrigérating. Ok. Ah, ok. Tu vois, c'est en fait la Playplate, c'est plastique plate, plaque de plastique. Je crois que c'est la marque de Tamiya ou je sais plus laquelle. Et effectivement, ça a été pris par la communauté pour définir au sens large la carte plastique, des feuilles de styrène, et puis voilà, maintenant, comme c'est anglais, et puis rajoute un ing à la fin pour dire que tu l'as utilisé. Donc le playplating, custom playplating, j'ai fait une personnalisation avec de la carte plastique. Le problème, c'est, on arrive à notre sujet du custom initial, c'est vrai que du coup, ils utilisent custom à tout bout de champ pour dire j'ai personnalisé mon Gundam, mon Gunpla, mais à n'importe quel niveau que ce soit. Et comme custom en soi, ça veut rien dire, ils sont obligés de rajouter un mot derrière pour préciser. Du Oui, coup, ça absolument. devient custom playplating, custom painting. Et ça, c'est pas quelque chose qui vient de la commu française, hein. Ça a été repris Mondial. des Non, communes ouais, c'est. internationales ou des sites qui diffusaient du gunplay, qui utilisaient des termes comme ça pour le custom, et ça devient épuisant. Là où nous, pour nous, le custom, c'est déjà un truc un petit peu avancé, parce que faire changer un schéma de couleur, pour quelqu'un qui fait de la maquette, ça n'a jamais été du custom. Non, C'est juste de la peinture, quoi. c'est un repaint. Voilà, si tu réfléchis complètement tout le colorway, bon bah t'as fait un repaint. Dès lors de toute façon que tu fais ne serait-ce qu'un seul panel line, tu as posé ta patte sur ton modèle. Donc de facto, on va pouvoir dire que c'est du custom puisque tu viens de le personnaliser, Du mais ça n'a custom pas de panel sens. lining. C'est Eh ça. ouais, mais Le oui, mais problème, c'est que, alors, je suis le premier à râler, hein, avec ça, mais tout au fond de mon âme, je sais qu'ils ont raison, puisque de base, si c'est custom, c'est que c'est perso. Ton schéma de peinture, il change, ta maquette devient perso et donc custom. Sur le fond, je pense que sur le côté sémantique du mot, ils n'ont pas tort. ouais. Bon, j'ai convaincu personne, mais tant pis. Si, si, si. Ben, si tu prends le terme sémantique en anglais, custom, ça veut dire personnalisé, effectivement, hein. À partir de là, c'est à quel moment la personnalisation commence? Est-ce que les lignes des panel lines, c'est du custom ou pas? Le custom dégrappage. Ouais, voilà. Est-ce que Ben mettre un voilà. vernis mat ou brillant, c'est déjà un custom? Non, mais après, tu peux aller chercher très loin. Ah C'est sûr bah, que on peut considérer qu'à partir du moment où tu changes au moins le schéma de couleur, tu démarres dans le custom. Bon, custom painting. Après, nous, c'était vraiment, enfin, quand je dis nous, c'était à l'époque il y a 20 ans, hein, quand le Gunpla démarrait doucement en France, on parlait de custom parce que de toute façon, les kits Gundam n'étaient pas aussi au point qu'aujourd'hui, donc il y avait encore beaucoup de peinture à faire pour déjà avoir un modèle qui avait de la gueule, parce qu'il n'y avait pas le même niveau de séparation de couleurs qu'il y a aujourd'hui. Qu'il y avait beaucoup moins de modèles qu'aujourd'hui, donc si tu voulais, peu importe, faire une déclinaison de couleurs qui existait dans la série, tu n'avais qu'un seul modèle qui était disponible. Donc c'était un petit peu naturel, et donc le terme custom permettait quelque part de préciser les choses en disant, ben voilà, il y a le recolor si tu veux juste changer la peinture, tu as le custom si tu commences à toucher vraiment les éléments physiques du modèle, et puis après tu as le kit bash, etc. Si tu mélanges plusieurs kits, le full scratch si tu crées carrément tes maquettes, etc. Ça permettait de repréciser un petit peu les choses dans une optique où tu avais déjà les bases de la maquette. Mais dans une optique où aujourd'hui les gens n'ont pas les bases de la maquette, où le modèle peut déjà avoir une très bonne gueule sans être peint,
c'est sûr que le custom, la personnalisation, entre guillemets, elle est nivelée vers le bas. En tout cas, elle démarre beaucoup plus tôt dans le processus de maquette. Et je pense que c'est aussi finalement lié, comme tu le disais, à l'amélioration des kits. Puisqu'aujourd'hui, on te vend un kit qui est quasiment parfait si tu as simplement à dégrapper les pièces, puisque tu as déjà les bonnes couleurs, tu peux l'agrémenter d'autocollants, et tu as déjà un produit qui est quand même pas dégueulasse. Je pense qu'avec cette approche-là, dès lors que tu rajoutes quelque chose, même aussi minime soit-il, les personnes considèrent que tu rentres dans le custom parce que finalement, tu n'étais pas obligé de le faire, tu n'en avais pas besoin. C'est ça. Et voilà. Alors que c'est simplement, pour quelqu'un qui a connu les modèles beaucoup plus anciens, c'est le minimum requis, quoi. C'est le minimum syndical. Je pense que tout est biaisé du fait de la simplicité maintenant des modèles. Mais c'est pas plus mal. Encore une fois, ça permet d'élargir la communauté. Rémi, tu ne rigoles pas. Et c'est bien parce que de toutes ces personnes, on va avoir aussi on en voit d'ailleurs qui souhaitent s'améliorer, continuer et aller plus loin. On est plus que jamais dans un hobby multifacette. C'est ça. Et encore une fois, ce qui peut parfois poser problème, mais de moins en moins, c'est la cohabitation. Ouais, je pense que ça se passe plutôt pas mal maintenant. Aujourd'hui, oui, mais voilà, Ouais. les premiers mois de la coloc en 2016-2017, ça a été compliqué. Hein. Ouais, j'imagine. Là aujourd'hui, c'est bien propre et bien plus facile. Voilà. De ce que tu me décris, ça me fait un peu penser quand les pop sont sortis et que ça a été vraiment la grosse folie et que tu voyais aussi des personnes qui faisaient des photos de murs entiers de collections de pop de ces figurines là avec la grosse tête et parce que je sais pas combien tu as de références aujourd'hui, tu as dû dépasser que le millier à mon avis. Oh oui. Mais voilà. Bon, c'était super. C'était vraiment un concours de zigounettes, quoi. C'était à celui qui aurait le plus grand mur de pop et la collection se résumait dans n'importe quel supermarché et dévalisait le rayon. Alors qu'en fait, on est tous d'accord que les pop, c'est moche. Pas tous. C'est pas ce qu'il y a de plus joli. C'est pas ce qu'il y a de plus joli en figurine, je suis d'accord. Beaucoup sont très laids, mais il y en a quelques-uns qui sont plutôt sympas. Funko a fait des choses bien mieux avant. Oui. Donc on sera d'accord pour résumer que ce qui a pu pourrir un petit peu en fait, et que ce soit dans la maquette, dans le gunpla, dans les pop, c'est toujours une histoire de... Je pense qu'il y a un fond de jalousie de la part de ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir des grosses collections et de ceux qui claquent à mort dedans et qui aiment bien exposer leur énorme collection. Il y a ça, puis je pense qu'il y a aussi un souci d'appropriation d'une communauté plus ancienne par rapport à une nouvelle communauté qui s'approprie le hobby avec effectivement des nouveaux termes, des nouvelles manières de faire les choses, même si ça reprend beaucoup ce qui était fait auparavant, et c'est difficile de se voir sa passion appropriée par une nouvelle communauté. Je pense que c'est compliqué. Tu l'as Oui. dit toi-même tout à l'heure, Rémi, que quelque part vous avez fait un peu amende honorable à ce niveau-là, en vous disant au final ça se passe bien aujourd'hui, ça se passe mieux qu'un temps. Le début, oui, c'est sûr que les débuts ont été difficiles et moi le premier, hein, j'ai eu une période, j'étais un connard. Je peux pas me cacher. Hein. Je pense qu'il y a deux trois noms qui sont encore actifs dans le domaine aujourd'hui. Quand on parle de moi à eux ou de eux à moi, c'est pas très propre, très français ça. J'ai encore un peu de mal à aller vers eux parce que j'ai gardé un mauvais souvenir. Mais dans le fond, personne n'est méchant et c'était juste des histoires à la con, comme à l'école, quoi. Oui, c'est ça, c'est plus un problème d'incompréhension que de dire j'ai peur qu'on prenne mon hobby. On a pu nous reprocher, mais je pense vraiment à tort, de dire ah, mais voilà, vous êtes les vieux, il y a les jeunes qui arrivent, vous avez peur de voir votre hobby qui était très confidentiel, donc qui était un petit peu votre précaré, devenir un grand public. C'est pas du tout ça, sinon ça ferait pas 20 ans que je fais des tutos.
c'est vraiment juste une incompréhension dans l'objectif même du hobby. Parce que voilà, nous, on avait quelque part peut-être des recherches de qualité qui étaient supérieures aux leurs. Donc, pour nous, ça nous semblait être du standard parce que moi, je me suis jamais considéré comme un grand maquettiste parce que au-dessus de moi, je vois tous les cadors japonais qui me font rêver depuis 20 ans et qui continuent à m'impressionner, les Kobayashi, les Max Watanabe, même les Naoki pour parler de plus récents. Voilà. Alors que c'est des noms que les gens connaissent pas et qui sont complètement inconnu en France, si ce n'est de quelques personnes bien initiées dans le gunpla quand tu commences un petit peu à toucher, à t'intéresser, etc. Donc il y a vraiment pas cette crainte de voir son hobby devenir grand public. Au contraire, je le redis, simplement voilà, on avait une incompréhension sur les objectifs, puisque voilà, il y a de plus en plus de personnes et Bandai communique largement commercialement là-dessus, qui sont intéressés par le gunpla, juste par l'aspect build, montage simple ou quelques petites retouches à la marge, et ils sont très contents comme ça. On est bien d'accord. Ok. C'était poétique, c'était beau. Je ne sais pas, il va falloir un deuxième whisky, je pense. Moi, je vais finir par m'y mettre à force. Hein. Oui, tu as bien raison. Mais non, ça coûte cher. Mais non. Ah, ça coûte moins cher que gunpla. Hein. Mais oui, et puis ça rend aveugle. T'en as du pas cher, mais ça rend aveugle. Bon, tu sais, comment je peins des fois, je me dis que je suis déjà bien entendu. Hein. Mais non, tu peins très bien, Rémi. Tu Pas peins très toujours. bien. Il y a des fois, Pas je suis toujours. d'accord, je suis plutôt pas mal. Mais il y a des fois, Ah, écoute, hein, on peut pas toujours être au top. ah, ça, c'est bien vrai. Et c'est vrai que c'est une donnée importante aussi du hobby. Si on veut vraiment être au top, il faut se donner les moyens. Faut en avoir envie aussi, de passer énormément de temps sur le même kit, etc., pour être vraiment au niveau d'une compétition mondiale comme le JBWC, par exemple. Et ça dépend énormément ouais, du caractère des uns et des autres. Hein. Pour refaire finalement le parallélisme, moi-même, je le dis tout le temps, je suis pas une bête à concours parce que ça me fait chier de rester des mois sur le même kit pour atteindre vraiment un niveau qui serait celui qui permettrait d'avoir une petite chance dans un concours international. Je me dis qu'à l'inverse, quelqu'un qui fait du gunpla en débutant, c'est peut-être pas quelqu'un qui a envie de passer 25-30 heures sur son kit, qui est à un minimum quand tu le peins correctement. Soyons honnêtes. C'est ça. Donc, il y a aussi ce degré de qu'est-ce que moi j'ai envie, qu'est-ce qui me plaît, et quel est le temps que j'accepte de mettre sur mon objectif. Parce qu'on n'a pas que le gunpla dans la vie non plus. Clairement. Mais je crois que ça, c'est pas réellement le problème. Je pense que le fait de comprendre parfaitement quelles sont les aspirations de chacun et le niveau qu'ils veulent aller, je pense que c'est bien intégré. C'est plus les réactions, en fait, quand quelqu'un va te montrer un modèle. Où on a déjà vu des mecs qui te disent, bon ben voilà, ma maquette est terminée. Bon, c'est un no paint de chez No Paint. Pas forcément, ne serait-ce qu'avec un travail de dégrappage et de ponçage super propre. Bon, là c'est un peu difficile si tu veux de mettre un mouchoir et dire bon ok laisse pisser, laisse couler le truc. Tu dis non attends, déjà c'est pas une maquette, t'as monté un kit, voilà. Et bon et même à ce niveau-là, tu peux peut-être faire un petit peu mieux. Et souvent c'est plutôt ça en fait. C'est la perception du travail bien accompli alors qu'il l'est pas. Et le rejet des critiques, des remarques. Moi, c'est plutôt ça qui m'embête. C'est ces personnes qui considèrent que bon bah voilà, le truc il est fini, il est parfait, il n'y a rien à retoucher, il y a rien à... et next, on prend la prochaine boîte sur la pile. Ouais, mais encore une fois, c'est la manière dont la personne se voit par rapport à son hobby. Je veux dire, si après lui il est content comme ça, qu'est-ce que t'en as? T'es pas obligé d'aller faire la leçon à tout le monde. Je veux dire, Clairement. si la personne est en attente de conseils, super, moi j'y vais, il n'y a aucun problème.
si je vois qu'il attend aucun conseil, qu'il bazarde son truc, qu'il soit bien ou raté, bah, à la limite, moi maintenant, je passe mon chemin, justement. Mm. Tu vois, Ouais. si c'est la première fois, tu peux lui dire, tu vois comment il réagit. S'il n'est pas réceptif, bah, c'est tout. Il est content comme ça, mais toi, tu n'as pas d'intérêt à aller lui raconter sa vie s'il n'a pas envie de l'écouter. Clairement. Alors qu'à côté de ça, tu as des gens qui ont vraiment envie de progresser, qui aiment ça, qui sont en demande de conseils. Et c'est vraiment vers cela que, à la Ouais. limite, tu as envie de passer le témoin et donner ton expérience. C'est sûr, ouais. Bah, c'est typiquement un hobby où ton exigence, elle évolue avec le temps aussi. Hein. C'est ça qui est Tout à fait. intéressant, je trouve. Ouais. Un jour, tu vas te satisfaire d'un kit en opaque, après tu passes au panel line, et puis après, tu passes à la peinture, et ce jour-là, tu découvres vraiment une autre dimension du hobby. Et puis moi, c'est ce qui me passionne dans ce hobby, c'est toutes les dimensions. Ça ne finit pas de se développer. Je trouve que tu pars d'un kit no paint, tu finis sur un full paint, tu termines ensuite, tu fais un petit duo, etc. Tu fais un petit duo, un gros duo. Enfin, quelque part, tu n'as pas fini d'apprendre avec ce bilan. Ce que moi, je trouve vraiment passionnant. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans le partage. Voilà. Ah, mais clairement, oui. C'est évolutif. C'est évolutif et avec un gros niveau d'évolutivité, ouais. Oui, parce que peu importe si tu es dans la partie depuis 10, 15, 20 ans ou 3 mois, tu as toujours un truc à apprendre. Toujours. Ouais. C'est ça. Qu'est-ce que t'en penses, Zenkuro, toi qui es dans la partie depuis un petit moment? Que je teste toujours des trucs bizarres. Oui, mais ça, Parce que ce qui est intéressant aussi alors là, je reste centré sur le gunpla en particulier, c'est que en fonction des sphères géographiques, il y a une approche qui est complètement différente et finalement chacun peut trouver des inspirations nouvelles en regardant ce qui se fait ailleurs. C'est vrai que on voit tout de suite si c'est un gunpla qui a été fait plutôt dans un pays occidental, si c'est japonais, si c'est le reste de l'Asie. C'est assez marqué, je trouve. On le voit typiquement Hong Kong, les Philippines, c'est souvent des kits qui partent dans tous les sens. On rigole entre guillemets en les voyant au JBWC parce que souvent c'est des amas de multiples kits pour créer un truc qui n'est pas toujours très lisible. À côté de ça, on a des pays comme la Chine, comme Taïwan, où on voit que leurs réalisations sont très empreintes de leur culture traditionnelle, avec des gunpla souvent inspirés de guerriers chinois, etc., qui sont très intéressants aussi. Les Japonais sont beaucoup plus dans la SF et dans le traditionnel, puisque vraiment pour eux, le gunpla, c'est quelque chose, je dirais pas de sacré, mais c'est vraiment dans la culture profondément. Et puis, on a en Occident encore une autre marque plus, un petit peu plus novice, mais parce que ça fait pas longtemps que le gunpla est implanté à haut niveau dans nos pays. Et donc, il y a vraiment des choses très différentes qui plaisent ou qui plaisent pas d'ailleurs. Moi, j'aime pas tout. Je suis vraiment intéressé par ce qui se fait également au Japon, mais par des artistes qui sont un petit peu en frange ou inspiré par exemple par des effets illustrations, alors pas le anime cel shading qu'on voit partout et que je trouve pas très intéressant. D'ailleurs, on voit que des débutants arrivent à très bien réussir cet effet-là, donc ça montre que c'est pas hyper technique non plus. Mais vraiment des vrais effets de peinture, presque comme des tableaux. Des tableaux à l'huile où là c'est vraiment intéressant. Où, on voit aussi des mecs sur Twitter. Là où les Japonais sont, c'est vraiment Twitter. C'est vraiment Ouais. excellent. Qui se tapent des délires de fous sur le gunpla. C'est incroyable, quoi. C'est des trucs qu'on voit nulle part ailleurs. Et c'est vraiment cette frange-là, moi, qui m'intéresse le plus, parce que, ouais, faire des amas de kits, ça m'intéresse pas. Faire des trucs ultra poussés, j'ai pas la patience. Par contre, des petits délires comme ça, moi, ça me plaît bien. Et là, par contre, on est vraiment dans le gunplay is freedom. C'est-à-dire que créativement, tu peux vraiment faire tout ce que tu veux dessus. Alors, il y en a plein, il y a PPPP, QQQ, Ah PPPP, ouais, lui, il là, est trop bien, lui, j'adore qui ce fait, mec aussi. qui fait des effets excellents, style C'est vraiment clair. illustration des boîtes des années 80. Il y a Yokohana Poison qui fait carrément des tableaux sur les gunplay qui sont excellents. Voilà, il y en a plein comme ça. Ça me plaît beaucoup. Voilà. Un vrai esprit créatif et pas du kit bash. Ça me plaît moins. Tu trouves, Zen, qu'on a une approche un peu moins créative en Europe pour le moment, enfin moins créative?
Oui, complètement, mais parce que, comme je disais, le gunplay est encore très jeune en Europe. Il y a deux communautés. Il y a la vieille commu qui est de notre génération, qui reste globalement très traditionnelle dans le gunplay parce qu'on a grandi avec les séries de l'UC, etc. Donc qui fait de la SF, ou alors les maquettistes plus traditionnels qui faisaient de la SF jusqu'à présent, type un peu Star Wars, qui découvrent le gunplay, mais qui du coup intègrent le gunplay dans un univers SF occidental, un petit peu comme ce que fait Laurent Périni, qui était arrivé, je crois, 3e au dernier GBWC. Quand tu vois ces dioramas, ils sont superbes, mais ça n'a aucun rapport avec Gundam en réalité, quoi, si ce n'est qu'il y a un Gundam dedans. L'esprit, c'est vraiment un esprit occidental. Ça, c'est un petit peu la marque occidentale, mais chez les maquettistes déjà d'un certain âge, parce qu'ils ont cette culture de SF type Star Wars, Star Trek, etc. Pour ceux qui est des builders plus jeunes, je pense que voilà, là c'est encore trop récent pour avoir une vraie marque de fabrique occidentale. Voilà, mais je pense que ça va venir, c'est normal. Enfin, ça fait 2016, ça fait 4 ans, quoi. Enfin, je veux dire, tu peux pas avoir des mecs qui créent leur propre style en si peu de temps, quoi. C'est impossible. Alors que des gens comme Philou, par exemple, qui a gagné plusieurs fois le GBWC, il a un style beaucoup plus académique, mais parce que voilà, il fait plus partie de notre génération, quoi. D'ailleurs, son dernier projet qui malheureusement n'est pas arrivé à Tokyo, c'est bien dommage, et était quand même très sympa. Complètement. Alors pour le coup, on était vraiment dans un style, ce que j'appelle entre guillemets gunplay classique, c'est une vraie scène de SF, mais qui était vraiment bien maîtrisée par contre au niveau technique, ça c'est clair. Il a vraiment pris un bon niveau depuis 2 ans, et ouais, complètement. ça se voit qu'il bosse bien, quoi. Non, puis j'ai vu les photos un petit peu aussi du In Progress. Il avait fait de la modif, un peu de gravure, enfin tout ce qu'il sait faire d'ailleurs, ça fait des années qu'il le fait, hein. Déjà quand il était sur le forum Hobby Forever, il tâtait déjà un petit peu à ce niveau-là, et franchement, ouais, j'étais bien dégoûté quand j'ai vu que son truc n'était pas arrivé jusqu'au showroom Tokyo. Ça m'a vraiment fait chier pour lui. Philou, si tu nous écoutes, pour de vrai, c'était triste. Complètement. Après, quand on voit les autres participants, c'est vrai que c'était pas forcément hyper original. C'était très inspiré quand c'était des grosses réalisations sur ce qu'on peut voir en Asie. Oui. Donc je sais pas comment va évoluer le gunpla français dans les prochaines années. C'est vrai que pour l'instant, là, ce qui différencie un petit peu, voilà, c'est cet aspect SF occidental, mais c'est vraiment un univers qui est plutôt celui des maquettistes de 40 ans et plus, quoi. C'est pas forcément les univers des jeunes qui démarrent le gunpla. Donc à voir comment eux vont s'approprier le sujet. Pour l'évolution à l'avenir, on a déjà commencé à remarquer, si on prend toutes les personnes qu'on a pu croiser depuis 2 ans, qui faisaient beaucoup de no paint, ou qui traitaient leur gunpla comme de la figurine à mettre au-dessus du PC parce que ça leur faisait plaisir, il y en a déjà une bonne partie qui ne touche plus du tout au gunpla. Il y en a beaucoup qui sont passés à la vie active, qui ont lâché les études, qui du coup ont d'autres centres d'intérêt, et le gunpla c'était juste un passage finalement. Ah mais ça a été c'est depuis le début comme ça, c'est pas nouveau cette tendance-là. Enfin, sur le forum de Beforever, on en a vu passer des gens Oui, énormément. Alors ça, c'est les aléas de la vie. C'est vrai que c'est un loisir qui coûte un petit peu d'argent, ou duquel tu peux évoluer. Tu peux avoir envie de passer à autre chose. La vie de famille fait que t'as pas le temps de continuer, etc. Donc c'est vrai que il y en a pas tant que ça des gens qui restent vraiment ancrés dans ce hobby. Sur le long terme, je veux dire, même toi, quelque part, tu as eu à un moment donné une période où tu t'en es détaché avant de revenir en force. Complètement. J'ai eu un trou de 3 ans, moi, où je me suis mis à l'airsoft et tout. Et puis finalement, après, ça m'a manqué, donc je suis revenu. Puis je suis pas reparti depuis 2016, là. Mais le ras-le-bol sur le hobby, ça, je trouve, ça arrive beaucoup. J'ai eu pas mal d'articles sur le sujet. Effectivement, il y a un ras-le-bol qui arrive régulièrement sur le hobby en général. Ouais, alors après, pour mon histoire perso à moi, c'est plutôt en fait au moment où j'ai commencé à passer mon permis de conduire et à pouvoir acheter des répliques d'airsoft légalement, où c'est un truc que j'avais envie de faire depuis des années, donc c'est aussi pour ça que j'ai un peu lâché la maquette pour l'airsoft. Comme certains qu'on connaît, notamment Hobby Ninja, sont repartis aussi dans leurs premiers amours, qui sont plutôt les jeux vidéo que la maquette, même s'ils reviennent de temps en temps.
Moi j'ai eu mon creux et là je suis revenu depuis 2016-2017 à temps plein et encore plus cette année du coup avec tout ce qui s'est passé où je suis pas prêt de lâcher l'affaire quoi. Bon, après, on peut voir qu'il y a quand même encore une grosse marge de progression au niveau des builders français, puisque on le voit, ne serait-ce qu'au niveau des résultats des JBWC, c'est toujours les mêmes têtes qu'on voit sur le podium. Oui. Ce qui montre qu'autour, voilà, au niveau de la compétition, il y a des espoirs, j'ai envie de dire, qui sont très prometteurs, mais voilà, qui vont mûrir dans le fil des années, mais pour l'instant, c'est encore perfectible. Et c'est normal, puisque c'est un hobby qui se travaille dans le temps. On ne devient pas Et bon en puis, un an, ça c'est clair. Pour le GBWC, ce qui peut peut-être aussi générer des jeunes espoirs qui ne gagnent pas, c'est que chez nous, pour la France, tout est jugé sur photo. Alors qu'en Asie, les juges se déplacent et tu juges sur pièce, qui est complètement différent, je pense. Tu Tout peux à faire fait. une très, très belle maquette et envoyer des photos complètement pourries parce que tu sais pas faire ça correctement, parce que tu maîtrises pas, parce que on sait pas. Et du coup, ça peut porter préjudice, ce qui est un petit peu dommage d'ailleurs pour l'Europe, parce que même les Italiens, les Espagnols, je crois que c'est le même principe. Ouais, il y a plusieurs pays où c'est comme ça. Peut-être le Vietnam aussi, je crois. Bon, après, tout le monde est jugé sur le même niveau, quoi, pour arriver en Oui. finale. Donc, ça fait partie des règles du jeu. Je veux dire, on peut pas dire que ça fausse les résultats, mais voilà, faut intégrer cette règle. Par contre, c'est sûr que tu peux avoir de très belles maquettes qui peuvent être un petit peu complexes, justement, qui, sur seulement 3 photos, peuvent être difficiles à juger. Ça, c'est vrai. Notamment des dioramas où tu peux avoir beaucoup de choses à mettre en valeur. Sur 3 photos, ça peut être compliqué. De toute façon, cette année, il n'y en a pas. Il y a d'autres concours internationaux qui se sont mis en place, mais il n'y aura pas d'officiel de chez Bandai. Tom P. Oh oui, comme tu dis. L'année prochaine, on a le temps de travailler dessus. Oh là là. Oh là là. Oh. Ouais, comme tu dis. Moi non plus, j'ai pas le courage. Bon alors Lolo, quand est-ce que tu participes? Oh, mais jamais, tu rigoles. Mais alors ça, c'est bien de la gueule du monde. Non, mais dis donc. Je suis T'as vu beaucoup ton trop. petit Ptolémaios ? Non, mais alors déjà, c'est moi qui parle. Hein qui fait le modeste, là, qui sait pas faire, mais quand je vois les photos du Ptolémaios qu'il m'a envoyé hier, moi, je lui ai dit qu'on ferait une peinture en commun, mais je suis pas très pressé de prendre le mien, finalement. Mais non, non, moi j'aime bien la commu parce qu'on échange, etc. Après, je suis plus. J'ai aussi cet intérêt pour la photo qui est important et je veux pas lâcher ça non plus. Donc voilà. Mais ça tombe bien, c'est un concours sur photo. Ouais, mais bon, pour autant, voilà. Mais non, j'aurais jamais le niveau. Je m'éclate, j'apprends tous les jours. Et moi, c'est un hobby qui m'a sauvé la vie sur plein de choses. Parce que ça m'a beaucoup aidé à titre personnel. Bref, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais en tout cas, non, c'est un plaisir. C'est un plaisir que ce hobby. Et je veux le garder en plaisir. Je veux pas me mettre de challenge là-dessus. C'est beau ce que tu dis, ça me touche beaucoup. Un Non, mais dès qu'on commence à ouvrir un petit peu nos cœurs comme ça. Oui. On en revient au credo principal qui est on fait d'abord ce hobby pour soi-même. Tout à fait. Alors certains vont trouver leur compte dans la compète, d'autres c'est pas le cas, c'est mon cas, c'est le cas de Lolo. Voilà, on se fait d'abord plaisir à découvrir des choses. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on partage avec Laurence, c'est le plaisir de tester des nouvelles choses. Et de pas rester dans la routine de la maquette. C'est vrai que moi, il y a un truc qui m'ennuie énormément, c'est de refaire un kit de la même manière qu'un kit que j'ai déjà fait avant. On a cette chance-là, c'est qu'on peut faire avec nos deux mains plein de trucs extraordinaires. Donc moi je trouve ça passionnant tous les jours, quoi. C'est ça c'est le plaisir, quoi. Complètement. C'est le plaisir. Est-ce qu'on a perdu Stéphane ? Non, moi je vous écoute. À 23h37, à 23h37, Lolo qui nous murmure le plaisir dans l'oreille, c'est beau. Calme-toi. Ça m'a réveillé là. Je suis très influençable comme garçon parfois. Bon, pour conclure. Pour conclure, donc on a parlé de beaucoup de choses, mais si on résume un petit peu les points positifs, c'est que la communauté française est quand même pas si vilaine que ça. Hein, quand on prend du recul, elle est même très très bien. Il y a tous les niveaux et tous les styles
qui sont représentés et qui cohabitent ensemble et qui communiquent, qui discutent, qui échangent. Il y a de temps en temps des écarts d'un côté ou de l'autre, mais en général, c'est vite recadré par les administrateurs et modérateurs des différents groupes, ce qui est plutôt un très bon point. Ouais, ça se passe bien en fait. Je pense qu'à partir du moment où on est tous conscients des différences qu'il peut y avoir, il n'y a pas de problème. Non, puis le principe, c'est quand même de faire grandir positivement la communauté. C'est ce que Zen et toi, Rémi, vous faites tous les jours au travers de vos sites et pages. C'est du temps quand même que vous prenez sur votre vie de tous les jours pour partager votre passion. Donc c'est quand même un gros plus. C'est positif tout ça aussi. Je pense qu'on était pas mal là, ouais, ça finissait Ouais, plutôt bien, proprement. On peut finir par bisous. Ouais, bisous alors. Ouais, Bisous alors, la commune. Bisous alors les copains, merci à Ah vous ouais. d'être venus ce soir. Y aura-t-il un second épisode? Je ne sais merci de pas. l'invitation. On a tenu, on va dire 1 heure, parce que je pense qu'il y aura des petites coupes quand même. Ça va déjà être long, 1 heure de podcast, et personne va l'écouter en entier. Je sais pas, on verra. Ah si, pour ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin, mettez en commentaire peau de banane. Ce sera un test. Ah ouais, c'est pas mal ça. Qu'est-ce que t'en Peau penses? de banane. Ouais, c'est bien, je trouve. Allez, moi je finis là-dessus. Salut les gars. Bonne Bye journée. bye. Merci beaucoup. Merci, à bientôt, bye. À Ciao. plus.